Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, bienvenue à ce nouveau cours sur l'évolution du climat et de l'océan. Donc, la semaine dernière, je vous ai parlé des Vikings, notamment en Europe et au-delà. Et donc, j'ai commencé à vous aborder l'histoire de la colonie viking au Groenland. Et en particulier, on va voir les interactions avec l'environnement. Et donc, je vais continuer en fait sur cette lancée. On va retrouver nos Vikings au Groenland et qui sont allés plus loin, comme vous le savez aussi. Ils sont allés en Amérique. Donc, on va regarder ça un peu en détail, mais avec à chaque fois une perspective paléo-environnementale et paléoclimatique. Alors, la semaine dernière, je vous avais montré, je vous avais mentionné que les colonies vikings, les quelques milliers de Norrois, comme on les appelle aussi, installés au Groenland, étaient très tributaires aussi des échanges avec la Scandinavie, et en particulier le royaume de Norvège lorsqu'il s'est constitué, et qu'ils avaient organisé tout un commerce qui était effectivement crucial pour les colonies vikings, et en particulier de l'ivoire de morse. Donc je vous avais montré comme exemple ce célèbre jeu d'échecs tout à fait emblématique, qui est actuellement qu'on peut voir à la fois au British Museum et au Musée national d'histoire d'Écosse. Et ce que je vous avais dit, c'est que les données les plus récentes en génétique, en fait, montrent que, contrairement à ce qu'on pensait au départ, les Vikings, en fait, ne se sont pas contentés de collecter, de tuer des morses et de collecter justement ces défenses, leurs défenses, au niveau de zones qui étaient relativement proches de la colonie de l'Ouest, donc au niveau en particulier de ce qu'on appelle la baie de Disko, mais ils sont allés en fait beaucoup plus loin. Ils ont récupéré, alors on ne sait pas trop comment, mais il y a des chercheurs donc récemment qui ont proposé que les Vikings étaient aussi installés sur toute la côte groenlandaise, pratiquement jusqu'au nord de la baie de Baffin, carrément jusqu'au cette zone qui est une zone libre de glace en fait, qui s'appelle Polynie, et avec une provenance des morses à ce niveau, et même la génétique permet d'aller encore plus loin et de montrer qu'il y a dans les collections d'ivoire européens des morses qui sont issus en fait de zones qui sont encore plus éloignées du Groenland, qui sont carrément au nord de l'île de Baffin, donc au niveau de ce bassin qui s'appelle le bassin de Fox, et donc avec beaucoup de questions pour savoir si effectivement les Vikings sont allés jusque-là pour tuer les morses et récupérer ces défenses, ou s'il y a eu effectivement commerce avec les autochtones, avec notamment les Inuits. Alors ce que l'on sait, il y a des sites archéologiques en fait qui sont découverts tout au long de cette côte, mais pour l'instant il n'y a pas d'évidence de présence effectivement de Vikings, enfin de Norrois dans ces différentes installations. Alors l'avenir le dira probablement, mais pour l'instant les seuls sites archéologiques sont confinés effectivement au sud, à la zone sud, en particulier au niveau des deux colonies, la colonie dite de l'Ouest et la colonie de l'Est. Alors, par contre, ce que l'on sait relativement bien, c'est que, en revanche, il y a eu des explorations. Les Vikings du Groenland sont ont organisé des expéditions vers, d'une part, le sud de l'île de Baffin, et d'autre part, ils sont descendus, c'est le trajet ici qui vous est représenté sur cette petite carte, qui montre en fait qu'il y a eu des expéditions entre le sud du Groenland, entre la principale occupation, la colonie Est, et donc ils ont traversé la mer de Baffin pour aller au sud de cette île, et ils sont ensuite descendus sur toute la zone du Labrador pour arriver jusqu'à certainement, puisque là je vais vous montrer qu'on a des sites archéologiques, au moins un, au niveau de Terre-Neuve,
de l'île de Terre-Neuve, du nord de Terre-Neuve, dans une contrée que les Vikings appelaient le Vinland. Alors c'est les sagas, en fait, les informations, il y a des informations qui sont disponibles dans les récits islandais, ce que l'on appelle les sagas islandais, en particulier les sagas du Vinland. Il y en a deux, la saga d'Éric le Rouge et la saga des Groenlandais. Et bon, il y a des débats en fait aussi sur la terminologie, les différentes zones géographiques qui ont été décrites dans ces sagas, parce que les sagas, ce sont des récits qui sont aussi romancés, donc il ne faut pas les prendre non plus au pied de la lettre. Il y a des informations chiffrées, mais comme on va le voir, elles sont quelquefois inexactes, et donc il faut pouvoir les corriger ou pouvoir les comparer avec d'autres informations. Donc c'est le propre fils en fait d'Éric le Rouge, qui avait fondé les deux colonies au départ, le propre fils, donc Leif Erikson, qui a mené en fait les premières expéditions pour aller au Vinland, et bon, c'est ce qui est relaté dans ces sagas. Et donc l'étymologie en fait du terme Vinland est encore débattue. Hein, la plupart des auteurs pensent que l'étymologie est liée au terme de vigne sauvage. Donc Vinland, mais il y a des débats pour savoir si c'est pas plutôt pâturage. Donc il n'y a pas vraiment une certitude sur le fait qu'on ait une information exacte sur les végétaux qui ont pu être observés par les Vikings qui se sont baladés sur la côte. Mais donc l'autre débat aussi, et on n'a pas la réponse en fait dans ces sagas, c'est le fait ou non, on va voir qu'il y a un site archéologique célèbre au niveau de Terre-Neuve, mais il n'est pas impossible que les Vikings soient allés en fait encore plus au sud, notamment des zones où il y aurait de la vigne sauvage, en particulier en Nouvelle-Écosse, Nova Scotia, qui est un peu plus au sud. Donc ici, vous avez l'embouchure du Saint-Laurent, l'île de Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse est un peu plus au sud. Donc il n'y a pas de site archéologique dans ces zones sud. Et le seul que l'on va voir se situe effectivement sur l'île de Terre-Neuve. Alors ce qui est représenté ici sur la partie droite, c'est une carte qui est tardive, mais qui est en fait issue des sagas elles-mêmes, qui a été compilée et bon, qui représente de façon très inexacte la géographie des lieux, avec d'une part le Groenland, Helleland qui était... en utilisant la terminologie des sagas, qui est très probablement l'île de Baffin, ce qui était appelé ici le Markland, avec beaucoup de forêts qui ont été observées et qui sont décrites dans les sagas, qui correspond à peu près au Labrador, et d'autre part le Vinland, ce fameux Vinland, qui fait l'objet encore de débats, mais qui très probablement correspond à l'île de Terre-Neuve, au moins au promontoire que l'on voit tout à fait au nord. Alors il y a un site archéologique tout à fait célèbre qui s'appelle Lance aux Meadows. Alors c'est assez bizarre parce qu'en fait c'est une dénomination qui est à la fois franco-française et anglaise. Donc alors, on est au Canada, donc on pourrait se dire c'est très bien, on a un mélange des deux, mais il y a aussi des débats sur l'étymologie de ce fameux Lance aux Meadows. Est-ce que ça correspond aux meadows, qui sont des prairies en anglais, ou est-ce que c'est une déformation anglaise en fait du terme de méduse? Il y a des débats sur le sujet. Je ne vais pas, c'est pas mon propos n'est pas sur l'étymologie des différents termes, mais c'est intéressant de savoir qu'il y a encore des débats sur ce sujet. Alors, ici, ce que je vous représente, c'est quelques vues de ce fameux site de Lance aux Meadows, qui est, bon, qui est impressionnant parce que c'est effectivement le seul site viking au Groenland. Mais bon, c'est somme toute qu'un campement pas de fortune. Il y avait quelques maisons, mais c'est pas vraiment très impressionnant. On est loin des pyramides d'Égypte, c'est clair, mais donc vous avez ici la carte des sites, enfin du site archéologique avec les différentes maisons et un exemple ici qui est représenté avec une photo. Et d'autre part, c'est un site maintenant UNESCO du Canada et ils ont reconstitué des fermes vikings, enfin ou des campements vikings, des maisons qui sont toutes bien évidemment avec un toit recouvert de sol et de végétation pour isoler les maisons qui sont bien cachées. Et
il y a très peu d'artefacts réellement vikings. Ce qui est le plus emblématique, en fait, c'est la présence de clous en fer. Donc c'est cette photo qui correspond à des clous qui ont été trouvés effectivement sur le site de Lance aux Meadows, qui montre en fait, puisque cette technologie n'était pas connue des autochtones, des Amérindiens de la zone, il est très clair que c'est la preuve absolue, en plus des sagas et de la description par les Vikings eux-mêmes, du fait qu'il y avait présence et installation sur ce campement. Et le campement, enfin, le plan des maisons correspond tout à fait au type des maisons vikings que l'on retrouve au Groenland. Alors, comme je l'ai dit, en fait, dans les sagas, il y a des informations chiffrées et généralement, les chercheurs, les historiens considéraient que ces expéditions, Leif Erikson qui ont suivi ensuite avec son frère Thorvald, etc., il y a toute une histoire dans les sagas qui est bien, qui a été bien étudiée, même s'il y a des inexactitudes donc, qui restent et qui sont, on est obligé de faire avec. Il y avait toujours une incertitude en fait sur les âges réels de cette occupation. Et jusqu'à très récemment. Donc très récemment, on considérait que c'était autour de l'an 1000, mais sans véritable preuve. Ce qui est arrivé assez récemment et qui provient de mesures par géochimie, et en particulier de géochronologie du radiocarbone, c'est le fait que l'on peut maintenant dater quasiment à l'année près avec des mesures de radiocarbone. Des sites archéologiques de la période médiévale. Alors c'est tout à fait exceptionnel, c'est un papier qui a été publié dans Nature en 2022, c'était l'équipe de Groningen, Margot Quitems, je crois qu'elle était en thèse ou en postdoc à l'époque, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la datation au radiocarbone, pratiquement, elle est quasiment inutilisable pour la période historique, pour la période, notamment la période médiévale, à cause des imprécisions de ce que l'on appelle la calibration du carbone 14. Le carbone 14 est un outil qui est merveilleux pour les datations, en particulier pour tout ce qui est préhistoire, mais le gros problème, c'est que les âges carbone 14 ne sont pas des âges vrais, hein, les datations ne sont pas des datations absolues calendaires, et donc on est obligé de faire ce que l'on appelle une calibration. En fait, c'est comme si on avait une balance fausse avec une courbe de calibration, on serait obligé à chaque fois de faire une mesure de poids et ensuite de masse, et ensuite de consulter la courbe de calibration pour avoir la vraie masse qui correspond à la mesure. Et bien là, c'est la même chose, sauf que la relation entre le carbone 14 et l'âge vrai, ce que l'on appelle la courbe de calibration, elle est compliquée. Alors globalement, les âges carbone 14 augmentent en fonction du temps, les âges carbone 14 bruts augmentent en fonction du temps, mais il y a des déviations par rapport aux âges calendaires, et en particulier des accidents, des plateaux d'âge, et quelquefois même ce qu'on appelle des renversements. C'est relativement rare, et ça, on peut le mettre en évidence uniquement si l'on travaille sur des anneaux d'arbres, en faisant des mesures cerne par cerne, année par année. C'est ça qui a été réalisé pour constituer en fait la courbe de calibration, qui est basée en fait essentiellement sur la dendrochronologie. Il faut imaginer que cette courbe de calibration, pratiquement maintenant jusqu'à 15 000 ans, on a des informations année par année grâce à des arbres qui permettent de remonter très loin dans le temps et de construire, avec des mesures faites sur les arbres qu'on a bien datés, des comparaisons entre carbone 14 et âge calendaire. Donc cette courbe de calibration, elle est utilisée et elle présente des accidents. Et depuis quelques années, depuis plus d'une douzaine d'années, toute la communauté qui s'occupe de carbone 14 est très excitée par des anomalies du carbone 14 qui sont quasiment instantanées. Et par chance, en fait, les arbres qui ont été mesurés par Margot Quitems sont des arbres qui contiennent en particulier une anomalie de carbone 14 qui a eu lieu en l'an 994, qui était déjà bien connue et bien répertoriée, qui est liée à une tempête solaire. Alors pourquoi une tempête solaire ? Eh bien, c'est que, en fait, le carbone 14, il est créé par le rayonnement cosmique, par les protons qui se transforment en neutrons secondaires, mais au départ, c'est ce qu'on appelle un isotope cosmogénique, formé par le rayonnement cosmique. Et donc, les fluctuations du Soleil peuvent générer des anomalies du carbone 14, et en particulier, depuis 2012, on sait qu'il y a des événements qui sont quasiment instantanés.
Alors, ce qui a été fait par cette équipe de Groningen, c'est de prendre plusieurs arbres. Ils en ont pris 3 en particulier. Ici, vous avez un tronc d'arbre qui a été découpé par les Vikings. On voit les traces de hache. Et ils ont mesuré. Alors, au lieu de faire une mesure très précise sur un gros morceau d'arbre, un gros morceau de bois, et d'avoir un âge même très précis, ou d'en faire 10 ou 100 pour avoir une... Et bien là, l'idée, c'est justement de pas de faire ça, c'est de faire des mesures cerne par cerne, tous les ans, sur la durée qui est permise par le tronc d'arbre. Et ils l'ont fait dans 3 arbres, et c'est ce qui est représenté ici, en fait. C'est un résumé de leur étude. Donc ça, c'est un exemple des arbres qui ont été collectés. On voit l'écorce aussi, un des arbres qui a été collecté dans ce site de Lanzo Meadows. Et ce qui est représenté ici, c'est un zoom sur la partie de la calibration qui correspond aux quelques siècles avant et après l'an 1000, avec ce qui est représenté, c'est l'âge carbone 14 en fonction de l'âge vrai. Donc vous voyez que cette courbe de calibration, qui est indiquée ici en bleu, elle est pas, c'est pas une droite, et elle est vraiment très différente de la droite 1,1. Si on avait un âge calendaire qui serait égal exactement à l'âge carbone 14, mais en plus il y a des fluctuations, des anomalies, et notamment pour l'année 994, il y a carrément une inversion du chronomètre C14, c'est-à-dire que pendant un siècle, le carbone 14, il va au cours du temps, donc le temps évolue, et le carbone 14, lui, il va dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il augmente, c'est une anomalie, on a une inversion totale du carbone 14 pendant ce siècle, et ensuite ça revient à la normale. Mais si l'on arrive à matérialiser, à faire un petit morceau de la courbe de calibration à partir des arbres trouvés dans les sites archéologiques, on peut, et que l'on retrouve ces anomalies, eh bien, on peut carrément dater à l'année près. C'est-à-dire que là les mesures qui sont faites, toutes les mesures ici ont été réalisées sur des cernes annuelles dans les 3 arbres. Les 3 couleurs correspondent aux 3 arbres qui ont été échantillonnés. Et en plus, on voit, donc ça se correspond très très bien, et là, il s'agit d'analyses qui sont très précises, hein, beaucoup plus précises que ce que l'on peut obtenir conventionnellement dans la plupart des laboratoires de carbone 14. Donc déjà, les mesures sont très précises, mais en plus, on les fait cerne par cerne, et on peut ajuster et tomber à l'année près. Alors c'est ce qui a été fait, ce qui a été confirmé par les chercheurs, et en particulier par cette chercheuse, avec 3 arbres qui indiquent, donc ils ont retrouvé dans les 3 arbres l'événement de l'éruption de 994 qui correspond à une inversion du chronomètre C14. On a un changement abrupt et ensuite on rebrousse chemin chronologiquement parlant avec le carbone 14, et en plus, comme on a l'écorce dans les 3 arbres, on sait exactement quelle était la date de la découpe de l'arbre. Et là, ça correspond à l'année 1021, donc 20 ans plus tard que l'an 1000. Donc ça correspond à peu près à ce que l'on connaissait, mais c'est une date qui maintenant est ultra précise et fiabilisée par la recherche technique avec des méthodes de géochronologie absolue. Donc le carbone 14, c'est un outil qui a été inventé dans les années 50, mais ces ajustements, ce qu'on en appelle le wiggle matching, en particulier avec ces événements abrupts, c'est quelque chose qui est exceptionnel et qui date de quelques années en fait. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que justement ces inversions du chronomètre carbone 14, le propos aujourd'hui n'est pas de faire un cours sur le carbone 14, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces inversions du chronomètre carbone 14 sont assez rares, elles sont liées à des pics de production du carbone 14 qui sont produits par des particules qui sont émises par le Soleil, contrairement à l'essentiel du carbone 14 qui est lié au rayonnement galactique. Là, il s'agit de protons qui sont effectivement émis lors d'éruptions extrêmes, ce qu'on appelle des événements de Miyake, parce que le premier événement a été découvert par une chercheuse japonaise, Fusa Miyake. Et ici, je vous ai présenté... Alors maintenant, aujourd'hui, il y a à peu près une dizaine d'événements de Miyake qui ont été trouvés sur les derniers 15 000 ans. Donc des événements abrupts et qui correspondent justement à ces surproductions de carbone 14 et qui vont donc inverser l'âge C14 dans le temps, qui produit une anomalie. Alors on peut représenter, quand on a la courbe de calibration, très finement établie année par année sur les différents cernes d'arbres, on peut recalculer les teneurs du carbone 14 atmosphérique pendant cette période. C'est ce qui est fait ici. Là, ce que je vous ai représenté, c'est les anomalies du carbone 14 atmosphérique exprimées par rapport à la teneur normale atmosphérique pour 3 événements de Miyake. L'événement original qui a été trouvé par Miyake en 2012
qui correspond à l'année 775, le deuxième qui correspond à cette année 993, qui a été donc découverte dans les bois du Groenland, enfin non, pas du Groenland, de Lance aux Meadows à Terre-Neuve, découpé par des Vikings. Et ça, c'est un autre exemple qui est très emblématique aussi, qui montre effectivement ce que l'on trouve au départ. C'est essentiellement une augmentation très abrupte, et ensuite une décroissance qui n'est pas due à la décroissance radioactive, mais qui est liée au mélange du carbone 14 et du CO2 dans les réservoirs du cycle du carbone. Donc en fait, tout ça est lié à des surproductions qui sont quasiment instantanées. On a pratiquement un doublement en l'espace d'un an de la production du carbone 14 annuel, normal, et c'est ce qui est reconstitué ici par les petites courbes. Bon, encore une fois, le propos n'est pas de faire un cours sur le carbone 14, mais c'est de vous indiquer que maintenant on peut avoir des informations chronologiques fantastiques. Il y a 20 ans, les médiévistes, les archéologues qui travaillent sur les périodes historiques avaient complètement mis de côté le carbone 14 en disant c'est un outil qui ne nous aide pas parce qu'on a beaucoup plus avec, je sais pas, les pièces de monnaie ou autres. Maintenant, le carbone 14, avec ce wiggle matching et cette possibilité d'avoir des événements abrupts, permet d'aller dater à l'année près en profitant de ces événements qui sont relativement bien compris aussi, parce qu'on n'a pas seulement des surproductions de carbone 14, mais on a observé aussi des surproductions d'autres isotopes formés de la même façon, en particulier le beryllium 10, le chlore 36, bon, c'est les petits frères et sœurs du carbone 14, que l'on peut mesurer dans les carottes de glace, en particulier au Groenland et en Antarctique. Alors je ne vais pas être plus long, parce que sinon ça m'emmènerait trop loin, mais c'est juste pour dire que c'est vraiment quelque chose de tout à fait exceptionnel, et par chance, autour de l'an 1000, il y a cet événement sur lequel on peut se raccrocher pour dater à l'année près, et on est, dans ce cas-là, la datation est bien meilleure que celle donnée par les sagas. C'était un des points justement du papier de 2022, là justement sur cette chronologie, où l'équipe comparait les datations absolues à l'année près dans ces trois arbres avec ce que l'on pouvait tirer des chronologies dans les archives islandaises, notamment la saga des Groenlandais et la saga d'Éric le Rouge. C'est ce qui est indiqué ici. Ce qui est résumé, là, c'est de façon peut-être difficile à lire, mais il suffit d'aller récupérer les informations directement. Mais ce qui est indiqué ici, c'est l'historique décrite dans ces sagas, dans ces deux sagas, qui sont en fait incompatibles. Il y a des désaccords chronologiques, des différences entre les différentes expéditions, mais en fait, dans ces sagas, chaque expédition annuelle est décrite avec l'effectif humain sur le bateau, qui dirige l'expédition, le nombre de bateaux. Donc vous voyez ici, par exemple, la même expédition, dans un cas c'est 2 bateaux, dans l'autre cas c'est 3 bateaux. Il y a une incertitude sur la fourchette chronologique d'occupation du Groenland, soit c'est 7 à 13 ans pour la saga des Groenlandais, soit c'est beaucoup plus court pour la saga d'Éric le Rouge. Bon, il y a encore des débats, mais encore une fois, les sagas sont aussi fondamentales pour comprendre ce qui s'est passé, en particulier parce qu'on a le nom et carrément l'effectif de l'équipage pour chaque expédition. Encore une fois, je vous l'ai dit, c'est Leif Erikson, le propre fils d'Éric le Rouge, qui est allé le premier donc, au Vinland, qui a établi un premier campement. Ensuite, il y a son frère, qui est Thorvald, qui est allé aussi, qui lui a combattu contre les populations autochtones, ce qu'ils appelaient les Skrýling, de façon indifférenciée pour toutes les populations indigènes qu'il rencontrait. Et les choses se sont mal passées. Alors tout à fait au départ, il y a eu effectivement quelques échanges, mais les choses se sont vite mal passées. Et Thorvald, de même le frère donc, de Leif, qui est le fils donc, de Éric le Rouge, meurt au Vinland. Il y a eu une troisième expédition, une grosse expédition avec 3 bateaux, avec Thorfinn Karlsefni, qui a été la plus importante. Et là, il y a eu effectivement, dans les sagas, mention de troc. Il y a eu effectivement des contacts avec les populations installées, dans une île qui n'est pas bien identifiée, en fait, dans ce qui est appelé l'île de Hope. Et pour l'instant, personne ne sait si l'île de Hope correspond à Terre-Neuve, ou si ça correspond plus au sud à la Nouvelle-Écosse. Il n'y a pas de détails. Mais ici, là, ce que j'ai remis, c'est une traduction des termes mêmes de la saga, où justement, ils décrivent qu'il y a eu des échanges de marchandises, avec des échanges entre des peaux et des fourrures.
Et les Vikings donnaient du drap rouge. En fait, ils voulaient éviter aussi de donner du métal, des épées et des lances. Et en fait, les choses se sont mal terminées parce qu'il y a eu effectivement bataille. Et pratiquement, c'est ça qui a terminé ces échanges avec l'Amérique. Les colons du Groenland, donc Vikings du Groenland, n'ont pas réussi à s'installer parce que bon, ils n'avaient pas compris le mode de fonctionnement et bon, il y a eu des malentendus au niveau des premiers échanges et les choses sont devenues très hostiles. Alors, ceci étant, il est clair que pratiquement les Vikings étaient, notamment au Groenland, lorsqu'ils restaient au Groenland et qu'ils allaient collecter, tuer les morses pour exporter ces fameuses défenses qui permettaient aux colonies de subsister et de pouvoir importer, comme on le verra, des biens venant de l'Europe. Il y avait forcément des relations, mais qui ne sont pas bien connues. Ils étaient essentiellement les relations étaient assez, soit quasi nulles, soit assez mauvaises. On a vu qu'il y a eu des essais d'échange et de troc, mais ça s'est vite transformé en bataille. Mais ils étaient aussi en compétition pour la chasse aux morses, en particulier en mer de Baffin et dans la zone la plus riche, la plus à proximité de la colonie ouest, qui est ce que l'on appelle la baie de Disco. Et il est clair que les Vikings ont observé, ont pu voir les tactiques de pêche des Inuits. Ici, c'est une gravure en fait qui représente la chasse à la baleine. Bon, dans un texte qui est beaucoup plus récent, c'est un missionnaire danois du XVIIIe, mais qui a décrit de façon la complexité de la pêche aux mammifères marins, soit des baleines, soit des morses ou autres. Et on retrouve aussi, on a retrouvé dans des fermes, dans des sites archéologiques vikings du Groenland, des objets inuits. Ici, vous avez deux pointes et harpons qui ont été alors peut-être troqués, soit dérobés, mais on ne sait pas. Mais en tout cas, ils ont été découverts véritablement dans les fouilles archéologiques vikings du Groenland. Alors, le contraire est vrai aussi, c'est-à-dire qu'il y a aussi des objets vikings qui ont été découverts dans les sites archéologiques inuits, à la fois de sites qui correspondent au XIIIe et XIVe siècle, et des sites un peu plus tardifs qui sont représentés ici en noir. Ici, ce qui est représenté, c'est une carte avec les différents sites où il y a des objets clairement vikings dans des sites inuits. Alors, ça peut être des objets peu impressionnants, mais ça signale le fait qu'il y a eu soit échange, soit collecte sur un site abandonné, ou carrément un produit issu d'un conflit. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que pour la partie entre le XIIIe et le XIVe, les objets sont confinés à la partie nord, au-delà de la baie de Disco, qui est ici. Pratiquement, il n'y a pas de point rouge, comme vous le voyez au sud, et dès que pour la partie 15e et 16e siècle, au 16e siècle, il n'y avait plus de Vikings au Groenland, eh bien, on retrouve des objets pratiquement partout, en périphérie du Groenland. Alors, plus impressionnant encore, ont été retrouvées aussi des sculptures sur bois qui ont été réalisées par les Inuits et qui représentent des Vikings. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est des représentations qui ont été faites en bois, voilà, sur du bois. Ici, vous avez une petite figurine qui est impressionnante parce qu'elle représente un Viking, alors on ne le voit pas très bien, mais qui est vêtu d'une robe avec une grande croix chrétienne à ce niveau-là. Donc c'est très clairement un Viking, et d'autres objets. Donc il y avait effectivement des contacts, des observations, et on a peu d'informations finalement sur les échanges entre les deux populations, mais il est clair qu'il y avait une certaine animosité, et dans les textes des sagas, les Skraeling sont... c'est un terme qui est péjoratif, il y a plusieurs étymologies, donc je ne vais pas entrer dans les détails parce que ce n'est pas du tout ma compétence, mais il est très clair que il n'y a pas eu beaucoup d'échanges avec ces populations autochtones. Mais encore une fois, ils étaient probablement impressionnés par l'efficacité de leur mode de subsistance. Alors ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'il y a eu une évolution des peuplements pendant toute cette période.
C'est-à-dire que pratiquement dans la période médiévale, alors, entre on va dire 900 et 1500, il y a eu d'une part arrivée comme on l'a vu tout à fait au départ en Islande, des Vikings, avant ces expéditions vers le Groenland. Et à l'époque, en fait, lors de l'installation des Vikings en Islande, la population sur le pourtour, enfin, au niveau du Groenland nord et sur toute l'île de Baffin jusqu'au Labrador, était un peuple qui s'appelle la culture de Dorset. Alors il y a d'autres terminologies encore, et il y a eu un remplacement progressif à partir de après 1100. Il y a eu arrivée en fait d'un autre peuple différent. En fait, il y a pas apparemment les études génétiques montrent que les deux populations étaient distinctes. Il n'y a pas vraiment eu de mélange. On ne sait même pas s'il y a eu des contacts entre la population, les paléo-esquimaux Dorset, et le peuple de Thulé, qui sont les ancêtres des Inuits, mais qui ont migré depuis l'Alaska pour venir envahir le nord canadien, ainsi que le Groenland. Donc au départ, pendant l'optimum médiéval, ils pouvaient encore subsister au nord du Groenland, et ensuite ils sont descendus un peu plus au sud. Il n'y avait plus personne au nord du Groenland, mais essentiellement un remplacement des populations. Et donc des contacts entre probablement, en tout cas on a la preuve qu'au Vinland les contacts, mais c'était pas les mêmes populations, c'était pas les Inuits au Vinland, mais il y a eu forcément des conflits, en particulier à cause du fait qu'ils étaient en compétition pour la même ressource. Alors on en vient justement à un peu cette comparaison. Finalement il y a une vue traditionnelle des échanges entre les colonies vikings et l'Europe. Eh bien, c'est un peu celle-ci qui montre en fait que, en parallèle à l'économie agropastorale, qui permettait de subsister avec, comme on l'a vu, des ovins, chèvres, moutons, des vaches, de très rares porcs, cochons, donc au début, quelques chevaux aussi pour le prestige, et essentiellement une économie qui était aussi soutenue par les échanges avec le royaume de Norvège. Et la vue traditionnelle, eh bien, c'est que dans ces deux colonies, ouest et est, eh bien, l'essentiel était un prélèvement des morses au niveau de la baie de Disko et une exportation d'ivoire, de morses, de fourrure et de peau, de mammifères marins probablement, et des morses eux-mêmes, et d'importation de denrées qui étaient absolument nécessaires et vitales pour les colonies vikings, en particulier le métal, le fer, notamment, des céréales et du goudron, du bois aussi, parce qu'il n'y a pas de bois au Groenland, mais par contre, il y a beaucoup de bois flotté, en fait, que l'on trouve. Mais pour compléter ce bois flotté, il était nécessaire, en particulier pour les meilleurs outils, d'importer finalement du bois aussi de la Norvège. Alors ce qui est résumé donc ici, c'est cet échange comme ça entre le royaume de Norvège et ses colonies. Et bon, il y avait des échanges aussi là qui incluaient aussi du poisson avec l'Islande. Alors ça, c'est une vue, je dirais, traditionnelle. Et ce qui a un peu changé, et pour l'instant ça fait l'objet de débats et de controverses, c'est que les généticiens qui ont mis en évidence des échanges à beaucoup plus grande échelle spatiale font l'hypothèse carrément d'une route de l'ivoire, un petit peu comme la route de la soie, avec des échanges mais dont on n'a aucune trace pour l'instant, parce qu'il y a effectivement des morses qui venaient de très loin, carrément au nord de la baie d'Hudson, ici donc dans cette zone du bassin de Fox, donc au nord de la mer de Baffin. Donc alors soit les Vikings sont allés aussi là-bas prélever les morses, soit les ivoires qui ont été collectés en Europe et identifiés et mesurés pour leur contenu génétique, pour leur classement et leur provenance grâce à la génétique, ont été échangés. Pour l'instant, on n'a pas d'informations, mais simplement, on sait que ça va beaucoup plus loin que la baie de Disko qui est ici, et il y a eu effectivement des morses qui ont été prélevées carrément au nord de la baie de Baffin, ce qui était tout à fait exclu dans une vue, je dirais, traditionnelle des échanges. Donc encore une
une controverse qui devrait évoluer dans le temps lorsqu'on aura plus d'informations. Mais ça vous montre en fait que les nouveaux moyens analytiques permettent de faire des progrès, je dirais, fulgurants sur la précision des données. Par exemple, les données chronologiques avec le carbone 14 et le wiggle matching et ces fameux événements d'éruption solaire permettent de dater à l'année près. Un site dont on avait, on savait à peu près à quelle date, mais on devait se baser uniquement sur ces sagas, ce qui était tout à fait insuffisant. Et là, de la même façon, c'est la génétique qui a permis vraiment d'identifier et de tracer les sources des morses et de voir que les choses étaient probablement plus compliquées que ce qui nous en reste à l'heure actuelle. Alors, tout ça, c'est mal terminé quand même, parce que je vous l'ai déjà dit, je vous avais parlé du dernier mariage dans une église en 1408. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé au XVe siècle, mais il est clair que les colonies vikings ont périclité et que même s'il y avait cette route de la soie florissante, avec des échanges avec toute l'Europe, puisqu'on a retrouvé des objets, c'est ce qui est mentionné ici, il y a des objets, je vous ai montré un des objets qui a été analysé pour son contenu génétique qui provient du musée du Mans, eh bien les choses se sont arrêtées parce que les colonies se sont effondrées. Alors vous avez tous vu et lu probablement ce magnifique ouvrage par Jared Diamond, qui est à la fois un chercheur spécialisé sur les oiseaux, en fait, mais qui est aussi un ethnologue et qui a fait de nombreux ouvrages, dont ce fameux Collapse, ou Effondrement en français, qui a été publié maintenant il y a plus de 20 ans, et dans lequel il utilise en fait cette histoire des colonies vikings du Groenland un petit peu comme un cas d'école d'une société humaine qui vit dans des conditions extrêmes. C'est un peu le canari dans la mine. Donc une société humaine, même quelques milliers de personnes, mais vivant dans des conditions très dures au sein d'une zone climatique qui est très instable et très sensible à cause de ce que l'on appelle l'amplification polaire. Tous les changements climatiques sont exacerbés pour des raisons que l'on a vues dans le passé, mais qui sont bien comprises. Et donc c'est intéressant, justement, même si on se focalise là sur quelques milliers de personnes, c'est intéressant de voir ce qui se passe au sein de cette société humaine, de devoir et d'essayer de comprendre comment les choses se sont passées et pourquoi il y a eu effondrement de cette société qui, a priori, devait perdurer. Alors, Jared Diamond, lui, donne une lecture un petit peu simplifiée des choses, comme on va le voir, et essentiellement sa thèse, c'est que c'est de la faute des Vikings, parce qu'ils ne se seraient pas adaptés à un climat qui est devenu plus hostile, parce qu'en fait, au départ, ils sont arrivés pendant l'optimum climatique médiéval, mais ensuite, les conditions se sont dégradées au petit âge glaciaire, donc quand on est aux limites des possibilités, c'est clair que dès que les conditions se dégradent, ce n'est plus possible, mais ils auraient fait d'autres erreurs, en particulier, ils auraient cherché à maintenir coûte que coûte leur modèle agropastoral scandinave avec bœuf, vaches, cochons, etc., chevaux et autres. Ils auraient aussi contribué à la dégradation de leur environnement et surtout, ils n'auraient pas su s'adapter et utiliser les solutions qui étaient soit proposées, soit qui pouvaient être copiées, qui avaient été développées par les Inuits depuis des siècles. Alors, c'est ce qu'on va étudier maintenant un peu plus précisément, c'est ce qui s'est passé justement pendant cette période, pendant ces phases de dégradation climatique qui ont conduit justement à l'effondrement de ces colonies vikings. Alors, une façon de le faire, c'est, encore une fois, de remettre les choses en perspective avec les changements climatiques sur la même période dans la zone géographique. Ici, vous avez un diagramme en fait qui résume un petit peu les choses, mais qui date maintenant déjà de quelques temps, qui vous présente un peu un résumé d'une part de l'histoire de ces colonies depuis les premiers voyages d'Éric le Rouge jusqu'à la fin entre la fin du XIVe et XVe siècle des deux colonies. Donc, on n'a pas d'idée de ce qui s'est passé entre 1400 et 1500 en particulier. Ici, il y a une date 1450, mais on n'en sait pas vraiment grand-chose. Et ce qui se passe, c'est que pendant toute cette période, on a des évidences
bon, j'en ai montré l'année dernière, on a des évidences sur le fait que le climat s'est dégradé. Alors, on passe de ce qu'on appelle l'optimum climatique médiéval au petit âge glaciaire. On a vu que ce n'était pas des événements coupés au couteau, ce n'est pas des marches en escalier, il y a des fluctuations, mais c'est quand même une dégradation significative, en particulier à haute latitude. Alors, ce qui est représenté ici, c'est une moyenne lissée des températures d'hiver exprimées en anomalies à partir des mesures isotopiques dans les glaces du Groenland, d'un site qui est au sud du Groenland, qui s'appelle le site de Dice 3, qui est une carotte de glace qui a été étudiée depuis des années, qui est au sud du Groenland, donc à proximité des colonies, et qui montre bien justement on peut, je vais y revenir, utiliser la composition O18, O16 de l'eau de la glace comme paléothermomètre pour essayer de reconstituer le climat. Donc on voit une dégradation. Et on peut aussi mesurer dans ces mêmes glaces, on peut mesurer des aérosols marins qui montrent qu'à partir de 1400, les choses se dégradent vraiment. On a un apport par les tempêtes qui devient très conséquent, et donc on a des conditions qui sont très dégradées. Alors, contrairement à ce que raconte et décrit Jared Diamond, les Vikings, comme on va le voir, se sont finalement adaptés. Et on le voit notamment parce qu'ils ont changé leur alimentation. Alors ici, c'est juste un petit panneau que je vais détailler ensuite, qui vous montre en fait une reconstitution du pourcentage d'alimentation d'origine marine au cours du temps. Donc, contrairement à la thèse qui est qu'ils ont voulu absolument s'accrocher au beefsteak et au gigot, ils sont passés à un régime alimentaire, notamment, incluant des fruits de mer, comme on va le voir. Alors, ceci, on en a une idée avec, encore une fois, des mesures scientifiques, des mesures isotopiques. En particulier, le rapport carbone 13 sur carbone 12, ce n'est pas le carbone 14 qui lui est radioactif, carbone 13, carbone 12, c'est deux isotopes stables, mais, et on peut aussi faire des mesures, je ne vais pas en parler là, des isotopes de l'azote, N15 sur N14, et à chaque fois on fait des mesures isotopiques sur des objets, en particulier sur le collagène des os humains retrouvés dans les sépultures vikings du Groenland. Et ce qui a été remarqué, alors au départ c'était des mesures qui sont faites en routine pour les datations, et les chercheurs, en particulier une chercheuse qui a vu qu'en fait il y avait une évolution dans le temps du rapport carbone 13 sur carbone 12 dans les échantillons, dans ces sépultures, et qu'il y avait une progression qui était pratiquement similaire, qui allait de pair avec la dégradation depuis l'optimum médiéval. Ici, ce que je vous représente, encore une fois, là, ce n'est pas une courbe de paléotempérature, c'est la compilation de plusieurs courbes, pour l'hémisphère nord à haute latitude, une étude de compilation, mais qui montre, encore une fois, toujours cet optimum médiéval compliqué, le petit âge glaciaire. Donc on a une évolution, et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les Vikings ont effectivement commencé à consommer, à partir de 1200-1300, de plus en plus de mammifères marins, de poissons, et ça on le voit justement avec une diminution une augmentation plutôt du rapport carbone 13 sur carbone 12. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ici c'est un petit diagramme sur la partie droite qui représente pour les espèces, pour les animaux actuels, et les plantes actuelles, le delta N15 en fonction du delta C13, donc on va regarder uniquement cet axe, et ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, le rapport carbone 13 sur carbone 12 est plus élevé dans tout ce qui est marin, parce que c'est une chaîne alimentaire qui est construite à partir des algues, qui sont moins fractionnées que les plantes terrestres, qui consomment du CO2 atmosphérique, donc c'est à cause de ça essentiellement qu'on a une différence entre les plantes terrestres et les plantes aquatiques marines. Et bien évidemment, toute la chaîne alimentaire qui est greffée, les herbivores et les carnivores qui consomment les herbivores, va avoir à peu près la même composition isotopique, et en faisant des mesures dans les ossements, eh bien, on voit qu'en fait, on est passé d'une consommation d'herbivores terrestres, essentiellement les chèvres et les moutons et un peu les vaches, à une consommation de poissons et de mammifères marins. Et ça, c'est vraiment une preuve qui est issue justement de ces mesures isotopiques liées aux datations. C'est en fait un sous-produit des datations d'avoir des mesures de C13 sur C12 dans les ossements, mais qui a pu être utilisé pour autre chose.
Alors on a d'autres, c'est important en fait de regarder aussi la dégradation climatique. Ici vous avez donc une compilation pour tout l'hémisphère nord avec des sites proches des sites glaciaires, enfin liés aux carottes de glace du Groenland. Le petit triangle bleu clair ici, c'est le site de Dice 3, donc très proche en fait des sites des colonies vikings installées au sud du Groenland, mais il s'agit d'une compilation, encore une fois, donc on va essayer de s'approcher et voir si on n'a pas des informations climatiques directement à proximité des sites vikings. Alors c'est ce que l'on peut faire avec d'autres travaux. Ici, je vous présente un peu un résumé de travaux d'une équipe. Alors ici, il s'agit de travaux français, d'une équipe du LSCE de Saclay, où les chercheurs, encore une fois, là c'est une chercheuse, Marie-Alexandrine Sicre, qui a étudié en fait des molécules produites par le phytoplancton qui permettent de reconstituer des paléotempératures. C'est ce qu'on appelle des alcénones. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails sur le pourquoi et le comment on fait, mais c'est bon, c'est une méthode qui est bien établie. Et ce qui a été étudié, c'est plusieurs sites carottés par un bateau océanographique français qui s'appelle le Marion Dufresne, et grâce à ces carottages, il est possible de dater les sédiments qui correspondent à la plage temporelle qui nous intéresse, entre 0 et 2000 ans avant, entre l'année 0, l'année 1 et l'année 2000, et à chaque fois je mets une petite flèche pour les années qui progressent de gauche à droite, et ce qui est représenté ici, c'est des paléotempératures. Alors il fait froid, c'est les températures moyennes, on va dire, estivale et de printemps, mais on voit très clairement une augmentation pendant la période correspondant à l'optimum climatique médiéval, et on voit très bien pour cette carotte, la carotte qui est représentée en haut, là, ici, en bleu clair, correspond à une carotte qui a été récupérée au nord de l'Islande. Donc on retrouve en fait très bien cette succession entre optimum climatique médiéval et dégradation climatique pendant le petit âge glaciaire, indiqué ici. Donc on est à proximité quand même du Groenland, on est au nord de l'Islande. Alors au niveau des autres carottes qui ont été récupérées, elles, au niveau de Terre-Neuve, les choses sont compliquées, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est une zone de confrontation entre un courant froid et un courant chaud. Enfin, le courant froid, c'est le courant du Labrador, et il y a une recirculation à partir de ce que l'on appelle la dérive nord-atlantique, et donc des courants chauds qui viennent se mélanger. Donc on a une histoire climatique qui est plus compliquée, on n'a pas cette augmentation de température pendant l'optimum climatique médiéval, hein, on le voit très bien ici, il y a même une diminution, mais en tout cas à proximité du Groenland, on voit très nettement cette augmentation et cette diminution. Alors il y a d'autres données qu'on peut utiliser. Les scientifiques font encore une fois feu de tout bois, on utilise toutes les informations disponibles. Ici, c'est toujours avec des sédiments marins, souvent récupérés avec des carottages en mer, ici au large du nord-ouest de l'Islande. Et ce qui a été mesuré, en fait, c'est, encore une fois, le rapport isotopique O18 sur O16, comme pour la carotte du Groenland de Dice 3, des mesures isotopiques réalisées dans des mollusques marins, des bivalves, qui présentent des couches annuelles. Hein, on peut reconnaître des couches annuelles à la fois précipitées avec du carbonate, du calcaire qui a été précipité en été et en hiver. Et on peut reconstituer à la fois une saisonnalité. Les symboles là, qui sont représentés ici correspondent pour les symboles pleins aux températures reconstituées pour l'été, et les symboles ouverts dans les mêmes échantillons, les températures hivernales. Tout est converti en température au cours du temps avec des datations au carbone 14 réalisées dans les sédiments. Et globalement, le message de ce papier, c'est que basé sur plusieurs carottages et plusieurs espèces différentes de ces bivalves, il est possible de reconstituer une dégradation de température pendant le petit âge glaciaire. C'est ça le message. Vous avez le petit âge glaciaire, enfin l'optimum climatique médiéval que je représente à chaque fois ici en vert, et ensuite la dégradation du petit âge glaciaire. Bon, c'est vrai que dans le détail, c'est pas forcément très impressionnant, mais on a de l'information quand même sur cette dégradation. Alors on va se rapprocher, on peut se rapprocher encore plus du Groenland. Ici, vous avez un résumé d'une autre étude qui, elle, a été réalisée sur toujours des sédiments qui ont été récupérés avec le Marion Dufresne, mais dans ce cas-là, c'est sur la marge du Groenland. Ici, je montre en fait
le site qui a été carotté, et dans ces sédiments, il est possible de les dater, donc de reconstituer une chronologie des événements, et en plus, dans ce cas-là, d'utiliser un autre indicateur pour les paléotempératures. Il s'agit des flore de diatomées. Il est possible d'étudier les différentes espèces de diatomées marines qui forment des petites coquilles en silice, ce qu'on appelle des frustules, et ces frustules de diatomées diffèrent suivant les espèces, et les espèces diffèrent suivant la température de l'eau, et aussi la présence de glace de mer. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans ces mêmes sédiments, il leur a été possible de reconstituer à la fois des températures, c'est ça que l'on voit, on a un effondrement entre l'optimum climatique médiéval et le petit âge glaciaire, donc on voit très nettement, et par contre, on a une anticorrélation avec les fonctions de transfert établies entre les statistiques des diatomées et le pourcentage de banquise au début, pendant la synthèse de ces diatomées, c'est-à-dire au printemps. Et globalement, pendant l'optimum climatique médiéval, il y avait moins de banquise pour cette zone-là, et on a une augmentation de la banquise, tout étant glacé, au printemps dans cette zone. Donc on a des informations qui sont tout à fait cohérentes avec cette vision d'une dégradation climatique, optimum climatique médiéval, qui va vers le petit âge glaciaire, qui influence à la fois les températures et la glace de mer, la banquise. On a des informations aussi encore plus proches des sites vikings. Alors ça, ici, ce que je vous montre en fait, c'est un autre article, enfin, le résumé, on va dire, d'une autre étude qui, dans ce cas-là, a été réalisée non pas sur des sédiments océaniques, mais sur des sédiments lacustres d'un petit lac qui s'appelle le lac Scoop, au niveau du sud du Groenland, le point géographique qui est ici. Il y a beaucoup de lacs au Groenland, et ce petit lac donc, a des sédiments qui ont été échantillonnés, datés. Là, les chercheurs représentent le temps, la flèche temporelle dans l'autre sens. Donc, l'année 2000 est ici, l'année 1 est ici, et on évolue comme ça de droite à gauche. Mais le message est qu'ils sont allés effectivement reconstituer des paléotempératures, et dans ce cas-là, ce qui a été mesuré dans les lacs, c'est le rapport oxygène 18 sur oxygène 16 des insectes. Des insectes, en particulier ce que l'on appelle des chironomes ou chironomidés, qui sont des diptères qui sont adaptés à vivre à proximité des lacs, en fait, et ils tirent leur alimentation en fait, des lacs. Et à cause de cela, ils sont quasiment, il y a eu beaucoup d'études qui ont été réalisées pour montrer ils sont en fait en équilibre isotopique avec l'eau du lac qui est elle-même quasiment en équilibre avec l'eau de pluie. Et donc on arrive, en faisant des mesures sur ces oxygène 18, oxygène 16, on arrive à reconstituer des paléotempératures. C'est ce qui est fait c'est un peu le résultat comparé et qui est présenté dans ce diagramme, qui montre qu'on a, pendant la période correspondant à l'occupation norroise, Viking, ou Norse en anglais, on a une diminution de la température. À la fois, la courbe en rouge, c'est les chironomides, c'est les mesures directement sur ces insectes isotopiques, transcrites en termes de température, et les autres courbes, ce sont les courbes de température basées sur les carottes de glace ou sur des compilations au niveau de l'hémisphère nord, comme je vous l'ai montré. Donc on a une certaine correspondance, c'est ce que j'ai indiqué ici. Dans le détail, quand on tient compte des incertitudes, c'est pas forcément complètement impressionnant, mais ça montre qu'on a une cohérence d'ensemble et que ce que l'on peut voir en mer trouve un parallèle finalement dans les lacs à proximité des colonies vikings qui étaient installées dans ces fjords depuis plusieurs siècles en fait. Donc on a des informations qui sont chiffrées, dans ce cas-là, à l'aide de mesures isotopiques sur les objets qui sont à disposition dans ces sédiments qui sont relativement pauvres. Il n'y a pas beaucoup de pollen qui permettrait de regarder des changements de température. Ici, on est obligé de faire avec ce que l'on a dans ces sédiments. Alors, toujours pour illustrer les choses, avec une étude encore plus récente, là, c'est un papier qui a été publié en 2022. Une autre série de paléotempératures a été réalisée dans un autre lac,
pas très loin en fait, du lac Scoop. Alors, il y a beaucoup de lacs, donc en fait, ce lac, il n'a même pas de nom. Il s'appelle le numéro 578. Il est à proximité d'une ferme viking avec un site archéologique qui a été étudié. Et ce qui a été mesuré ici, alors ils n'ont pas mesuré le delta 18 des chironomes, mais ce qui a été mesuré, ce sont des températures avec un autre thermomètre. Ce n'est pas les alcénones, c'est un thermomètre organique, ce sont des molécules que l'on appelle des tétraéthers. Voilà. Et ces tétraéthers sont synthétisés par des bactéries ou des archébactéries, et il y a une relativement bonne compréhension du fait que ces GDGT, comme on les appelle, permettent en fait de reconstituer, c'est toute une famille en fait de composés organiques qui, ces archébactéries vont adapter leur rapport moléculaire en fonction des températures de croissance, et on peut, avec cet outil, reconstituer des paléotempératures. C'est ce qui a été fait pour ce lac. Donc, vous avez une petite courbe comme ça au cours du temps. Donc, il faut imaginer carottage au milieu du lac, récupération du sédiment, datation comme on peut, avec souvent du carbone 14 ou d'autres méthodes de datation, et reconstitution de paléotempératures avec, c'est pas très impressionnant, on voit quand même une dégradation, que les températures les plus froides correspondent au petit âge glaciaire. Mais dans ce cas-là, on n'a pas vraiment un maximum pendant l'épisode norrois, mais on a quand même une dégradation climatique pendant toute cette période. Alors à chaque fois sur ces diagrammes, vous allez retrouver des informations de la littérature. Ici, vous avez justement ces pourcentages de consommation de produits de la mer grâce au delta C13. C'est toujours les mêmes informations qui sont représentées en corrélation. Il est possible aussi de faire de l'archéozoologie dans les sites archéologiques et de voir qu'en fait, effectivement, en correspondance avec l'évolution du rapport isotopique du collagène des os humains, on voit de plus en plus d'ossements de mammifères marins. Donc c'est la confirmation, mais l'information isotopique permet de faire des bilans chiffrés, alors que les statistiques, juste sur la présence-absence de mammifères, d'ossements marins, est assez difficile à quantifier, à transcrire en termes de changement de l'alimentation. Alors, une autre information qui est venue, donc originale, venue avec cette nouvelle étude, c'est que cette équipe propose, en fait, a montré qu'il y avait aussi non seulement une dégradation climatique, mais aussi un assèchement. C'est-à-dire que non seulement le climat est devenu de plus en plus froid en passant de l'optimum climatique médiéval à la période du petit âge glaciaire, mais qu'en plus, on a un assèchement progressif pendant toute la période, et que donc ça a participé effectivement aussi aux dégradations des conditions d'agriculture en particulier, puisque l'essentiel là-bas, c'était de produire du foin pour le fourrage d'hiver des animaux d'élevage, et donc avoir un assèchement a été catastrophique justement pour les colonies vikings à cette époque. Donc, alors ce qui a été reconstitué ici, ce qui est montré sur ce diagramme, donc publié en 2022, c'est un essai de reconstitution de l'humidité relative en été, exprimé en différentiel, en delta d'humidité relative au cours du temps, avec une diminution de 20 à pratiquement 20% de l'humidité relative pendant toute la période, donc quelque chose qui a une incidence sur l'économie agropastorale des Vikings. Alors, cette information, en fait, elle est issue de mesures, encore une fois, isotopiques. Et là, ce qui a été fait, ce sont des mesures isotopiques de l'hydrogène, le rapport deutérium sur hydrogène, ou hydrogène 2 et hydrogène 1, des molécules que l'on appelle des N-alcanes, qui sont des molécules très très simples, que l'on peut retrouver dans les sédiments. Alors là, peut-être que certains vont me dire, mais les paléoclimatologues, là, vous êtes sympathiques, mais c'est un peu magique vos affaires, parce que vous mesurez les isotopes dans tout et n'importe quoi.
sur tout ce qu'on trouve, parce qu'effectivement, c'est ça le thème, c'est quand il y a très peu de choses, on est obligé de faire avec et de mesurer ce qu'il y a dans les sédiments ou dans les archives paléclimatiques, ou de faire avec ce qu'on a quand on a que 2 sagas qui sont très inexactes, c'est la même chose pour les historiens, eh bien on est un peu dans la même position. Le secret, c'est de faire de la redondance, c'est-à-dire d'essayer d'obtenir des informations similaires dans des lacs, c'est ce que j'essaye de vous montrer, c'est un peu un travail d'archiviste et de compilation, et il y a beaucoup de redondance parce que toutes les choses, tous les indicateurs, ça peut être des molécules, ça peut être des fleurs de diatomées, des pollens ou autres, tout ça est très incertain, mais quand on a un faisceau qui va dans le même sens, on peut être certain qu'effectivement on est sur la bonne voie. Mais bon, là pour les isotopes, ça fait un peu... là je vous parle maintenant de dessurage des N-alcanes, donc je vais essayer de faire un peu de détails quand même sur cet outil, parce qu'on le rencontre ici pour la première fois, mais pour montrer qu'il n'y a pas de magie, que c'est pas cette petite courbe qui est pas très impressionnante comme ça de loin, elle est quand même issue de travaux fondamentaux et d'une compréhension qui est relativement fine en fait de la chimie isotopique et des mélanges atmosphériques. Alors, et pour ça, il faut revenir à certaines bases en fait. Donc là, ce que je vous montre ici, en fait, c'est les principes de base du fractionnement isotopique des molécules de l'eau par évaporation et condensation préférentielle. Alors les isotopes majeurs, l'isotope majeur c'est oxygène 16, l'isotope majeur pour l'hydrogène c'est 1H, un proton dans le noyau, et alors il y a d'autres isotopes encore, il y a l'oxygène 17, il y a d'autres isotopes, mais bon, au premier ordre, les 2 isotopes les plus importants pour ce qui nous concerne, là ça va être l'oxygène 18 et le deutérium, on va utiliser souvent la dénomination D, on va parler de delta D, mais bon, dans d'autres ouvrages, vous allez trouver le 2H, c'est la même chose. Et ce qui est important, c'est que quand il y a évaporation, eh bien, on a un appauvrissement en isotope lourd. C'est-à-dire que ce qui va s'évaporer, la vapeur d'eau va être appauvrie en isotope lourd, comme l'oxygène 18, comme le deutérium, donc l'eau va devenir de plus en plus légère. Et par contre, lorsqu'il y a condensation, c'est exactement le contraire. Ce qui va condenser au départ, ça va être les isotopes les plus lourds. On a un enrichissement par condensation en isotope lourd, soit le deutérium, soit les 2 molécules d'eau, soit H2-18O et HDO. Alors, il n'y a pas d'eau lourde, c'est 2 deutérium oxygène, mais là, on a une eau qui est un peu plus lourde, mais c'est essentiellement HDO. Et donc, on a condensation préférentielle de ces 2 isotopes lourds. Et par contre, pour l'évaporation, c'est exactement le contraire. Ce qui fait que quand on a, c'est ce qui est représenté sur ce petit diagramme, quand on a une évaporation, on va avoir un déficit en isotopes lourds dans la vapeur d'eau qui est évaporée. Et ensuite, quand les nuages vont monter en latitude, eh bien, ils vont se débarrasser de leur eau par précipitation, en particulier parce qu'il fait de plus en plus froid, donc on a condensation progressive. Et lors de cette condensation progressive, eh bien, on va perdre de plus en plus les isotopes lourds, et donc on a un phénomène qu'on appelle un phénomène de distillation isotopique progressive, ce qui fait qu'on va avoir une évolution parallèle aux températures, finalement, entre les rapports isotopiques oxygène 18 sur oxygène 16 et deutérium sur hydrogène, de l'eau, des précipitations. Alors, c'est des choses qui sont bien connues, qui ont été établies en particulier par un scientifique danois qui s'appelait Willy Dansgaard, professeur à Copenhague, et un autre qui, lui, est américain, Harmon Craig, qui, dans les années 60, ont montré en fait que les rapports isotopiques, alors on les exprime généralement sous forme de déviation, comme les changements du rapport O18 sur O16 sont petits, on va tout rapporter par rapport à un standard et on va mesurer des déviations par rapport à un standard. Donc c'est ça, c'est la dénomination, c'est pour ça qu'on utilise des deltas, c'est juste pour, on les exprime en pour 1000 pour pouvoir avoir des chiffres, pour ne pas avoir trop de zéro après la virgule, et on voit que le delta O18 des précipitations, des pluies ou de la neige, en fonction des lieux géographiques, des latitudes et donc de la température moyenne de l'air,
covarient. Ça, c'est un diagramme publié par Dansgaard dans les années 60, qui montre en fait le delta O18 mesuré dans l'eau des précipitations en fonction des températures pour beaucoup de sites, notamment ça va du pôle sud jusqu'au Groenland, le nord du Groenland, le sud du Groenland, Copenhague est quelque part ici, et ça va jusqu'aux tropiques. Donc on a vraiment une belle loi qui est complètement liée à un phénomène purement physique, qui est cette distillation isotopique progressive. Et on a exactement le même schéma avec les isotopes de l'hydrogène. On a une corrélation en fait qui est quasiment parfaite, alors pas complètement, parce que justement il y a des subtilités, bon, je ne vais pas entrer dans ces détails, mais on a globalement ce que l'on appelle une corrélation parfaite, ce qu'on appelle la ligne météorique de corrélation entre le delta D et le delta O18. Globalement, le fractionnement est 8 fois plus important sur le delta D, et on a pour les précipitations actuelles, donc c'était déjà vu en 1961 par Harmon Craig, maintenant il y a tout un réseau de collecte d'eau de pluie qui est piloté par l'IAEA. Bon, essentiellement, eux, ce qui les intéresse, c'est le tritium, etc., issu d'essais atomiques, mais encore une fois, les mesures isotopiques permettent aussi de regarder les isotopes stables. Donc, à se rappeler, on aurait aussi la même correspondance entre le delta D et les températures moyennes de l'air. Alors, il est possible, quand on n'a pas de glace, je vous ai montré que les températures proches des colonies du Groenland, eh bien, on pouvait soit faire des compilations de températures avec plein de sites à haute latitude, soit regarder différents sites, et notamment des carottes de glace, la carotte de glace qui est la plus proche, d'Ice3. Mais quand on n'a pas de glace à proximité, ou que l'on veut vérifier, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes aussi dans les profils isotopiques, dans l'interprétation des profils isotopiques des carottes de glace, eh bien, on peut travailler sur d'autres archives, et c'est ce qui peut être fait, en particulier en faisant des mesures isotopiques sur les molécules, sur les lipides qui sont synthétisés par les plantes aquatiques. Alors, pour faire ça, on est obligé d'utiliser un spectromètre de masse qui est d'abord couplé avec un appareil qui sert à séparer les molécules une par une. C'est ce qu'on appelle un chromatographe, en particulier en phase gazeuse. Ici, vous avez juste une photo d'un outil qu'on utilise dans mon labo au CEREG à Aix-en-Provence, donc avec d'une part toute une étape de chromatographie, chromatographie en phase gazeuse, couplée avec un spectromètre de masse, qu'on appelle de la GC-IRMS, et avec ça, on peut mesurer le delta D, le D sur H, à la fois, on peut le mesurer directement sur les composés organiques, et pour montrer en fait que ça correspond à peu près à ce que l'on veut, eh bien, je vous présente le résultat en fait d'une compilation qui a été réalisée ici par une équipe allemande qui montre une comparaison entre les mesures du delta D en fonction des latitudes pour beaucoup de lacs en Europe, des lacs situés dans des zones à moyenne latitude jusqu'à haute latitude. Donc ici, il fait un peu plus chaud que dans la partie droite. Et ce qui est représenté ici, en particulier les points noirs, c'est des mesures qui ont été réalisées sur les N-alcanes en C17, avec 17 carbones, 17 atomes de carbone qui sont essentiellement synthétisés par les plantes aquatiques. Et dans ce cas-là, on voit très clairement qu'on a une correspondance sur la pente entre l'évolution en fonction des latitudes qui correspond aux évolutions aussi en fonction des températures. On pourrait représenter ça aussi en fonction des températures. Donc globalement, ça veut dire qu'on retrouve le même schéma, mais on a une très grosse différence entre les deux parce qu'il y a un fractionnement isotopique qui est lié à la biosynthèse, qui utilise essentiellement les isotopes légers. Donc on a des valeurs de delta D dans les molécules qui sont beaucoup plus basses, qui sont de l'ordre de 150 pour 1000 plus basses que l'atmosphère, que les eaux de pluie. Mais par contre, en connaissant ce fractionnement lié à la biosynthèse, eh bien, on peut remonter à la composition isotopique des pluies. Alors, c'est ce qui peut être fait aussi à partir d'autres composés. On peut retrouver dans les sédiments soit des macrofossiles terrestres, mais soit, puisque les sédiments sont très pauvres, on peut aussi directement utiliser les N-alcanes qui sont synthétisés par les végétaux supérieurs terrestres. Mais sauf que là, les choses deviennent un peu plus compliquées parce que l'eau, alors à la différence des plantes aquatiques qui tirent leur eau directement du lac, qui
et dans la plupart des lacs, l'eau est issue des précipitations atmosphériques, des pluies, eh bien dans ce cas-là, il y a aussi une composante qui est liée à l'évapotranspiration des végétaux qui va compliquer un peu les choses, mais on va voir qu'au premier ordre, on retrouve, en mesurant le delta D dans les lipides synthétisés par les végétaux terrestres, on peut aussi retrouver la composition isotopique des pluies. Donc il faut imaginer donc, des pluies sur une zone avec une zone de recharge. Il y a de l'évaporation aussi au niveau des sols, mais pour ces affaires, c'est relativement négligeable. Et ce que l'on peut mesurer, en fait, ce sont les lipides, notamment les lipides qui sont ce que l'on appelle des cires, des cuticules, des feuilles, en fait. Ici, vous avez un exemple où ce qui a été graphié ici, c'est leaf waxes, c'est les cires qui sont à la surface des feuilles, qui sont en fait des composés organiques, qui sont en fait des N-alcanes à longue chaîne. Ce n'est pas du C17, c'est des chaînes qui sont plus longues, là en particulier le C29, et qui sont issus directement des plantes supérieures, des feuilles. Et ici, ce qui est représenté, c'est toujours de la même équipe allemande, une compilation pour des lacs à la fois tropicaux et à plus haute latitude, de comparaison entre le delta D mesuré dans les N-alcanes en C29 et le delta D dans les lots de pluie des mêmes sites. Donc on retrouve globalement que on a une correspondance linéaire entre les deux informations, mais si on regarde un peu les détails, par exemple si on se place à 0 ici, on voit très clairement qu'on retrouve que la composition isotopique des N-alcanes est très différente. Ici, on est à moins 150 pour un delta D des pluies de 0. Ça veut dire qu'il y a, encore une fois, il faut tenir compte aussi de la biosynthèse de ces lipides qui, pour les plantes supérieures, fractionnent notablement. Et donc, il y a deux fractionnements. Il y a un fractionnement qui est lié à ces phénomènes d'évapotranspiration, mais en plus des fractionnements liés à la biosynthèse. Alors, pour faire simple, c'est ça qui a été fait dans le cadre de l'étude que je vous ai montrée pour essayer de reconstituer les changements de l'évaporation et des conditions d'hygrométrie de la zone, on peut tracer ce type de diagramme qui est imagé, qui représente de façon simplifiée l'échelle en delta D, donc le rapport D sur H comparé à un standard. Plus c'est négatif, plus c'est appauvri en isotope lourd, le deutérium, plus c'est haut, plus... Alors l'eau de pluie, donc tout part de l'eau de pluie. L'eau de pluie qui va pleuvoir sur le petit lac, le lac va prendre la composition isotopique de l'eau de pluie, et à partir de cette eau, eh bien, les plantes aquatiques vont synthétiser des lipides qui vont avoir une composition isotopique très fractionnée à cause de ce fractionnement lié à la biosynthèse. Par contre, les plantes terrestres, elles, eh bien, comme on l'a vu, les choses sont plus compliquées parce qu'il y a aussi un enrichissement en deutérium qui est lié à l'évaporation d'une partie de l'eau, et l'eau qui est évaporée, elle est appauvrie en deutérium, donc par effet de bilan, l'eau qui va rester dans les feuilles, c'est une eau qui va être un peu plus lourde, et donc dans ce cadre-là, eh bien, comme il y a aussi à peu près le même fractionnement lié à la biosynthèse, eh bien, en faisant des mesures à la fois de delta D sur les lipides aquatiques et sur les lipides terrestres dans le même échantillon, dans la même chromatographie, pendant la même mesure, eh bien, on va retrouver une différence entre les deux qui correspond au delta D lié à l'évapotranspiration. Là, j'ai oublié. Voilà. Et alors, les choses sont en fait beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît. Bon, c'est tout le sujet des travaux de cette équipe qui montre en fait que pour effectivement avoir de l'humidité relative exprimée en pourcent, il faut tenir compte d'une part des changements de température. Donc ça tombe bien, on a mesuré des températures avec un autre paléothermomètre, mais il y a d'autres ingrédients dans la chose. On ne se contente pas d'entrer uniquement la différence de delta D entre les deux molécules, mais on peut en tirer des informations chiffrées sur l'humidité relative dans ces sédiments. Alors c'est effectivement ça qui a été fait dans cette étude qui a été publiée en 2022, où les chercheurs ont mesuré en fait le delta D à la fois dans des composés en C23, donc les N-alcanes, pendant la même chromatographie, parce que c'est important de faire ça exactement en même temps pour le même échantillon, pour ne pas avoir de problème de comparaison. Aussi chronologique, on sait exactement que les molécules ont sédimenté
exactement au même moment. Et ce qui a été vu ici, c'est qu'il y a une différence qui évolue dans le temps entre le delta D des N-alcanes en C23, qui sont plutôt liés aux plantes aquatiques, et les longues chaînes C29, qui sont, elles, des composés liés aux végétaux terrestres. Et en regardant la différence qui évolue dans le temps, ils ont réussi, en tenant compte des paramètres que je vous ai indiqués, en particulier des paléotempératures, ils ont pu reconstituer un changement de l'humidité relative en fonction du temps pour montrer qu'il y a eu effectivement, pendant toute cette période, non seulement une diminution de température, mais aussi des conditions qui devenaient de plus en plus dégradées avec un assèchement, ce qui était très néfaste en fait pour l'économie agropastorale des Vikings. Alors, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'en fait, il y a d'autres paramètres que l'on va voir qui vont probablement vous surprendre. Il y a eu des nouvelles encore assez récemment sur le sujet, avec d'autres paramètres qui ont probablement affecté les colonies vikings, qui étaient en fait inconnus il y a quelques années, et qui ont probablement contribué à ajouter justement à ces conditions défavorables qui ont conduit à l'abandon et à la disparition, et finalement à l'effondrement, comme le souligne Jared Diamond dans son livre, de ces colonies. Voilà, je vous remercie de votre attention.